Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme ce soir, retour sur l'audition d'Agnès Buzyn devant la commission d'enquête parlementaire. L'ancien ministre de la Santé n'a pas convaincu. Entre questions sans réponse et déni de responsabilité, le vent semble avoir tourné pour l'ancienne figure de la Macronie. Mardi, les soignants redescendaient dans la rue. Alors que le Ségur de la Santé se termine, le personnel soignant est loin d'être satisfait par les mesures envisagées. Une manifestation devenue l'occasion de raviver les diverses revendications sociales. Et puis également dans cette édition, retour sur le feuilleton L'Oréal. Après s'être engouffré dans la vague antiraciste, la marque française a essuyé une vague de contestation, de quoi lui faire perdre de la valeur sur les marchés financiers. Agnès Buzyn sur le banc des accusés. Mardi, l'ancien ministre de la Santé était auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de crise du Covid-19. Un épisode loin d'avoir convaincu. Sourire gêné, voix fébrile, hésitation, Agnès Buzyn n'était visiblement pas dans ses petits souliers face aux parlementaires de la commission d'enquête sur la gestion de crise. Sans surprise, les réponses aux questions n'étaient pas au rendez-vous. Déjà affaibli, pour ne pas dire humilié, par le fiasco des municipales parisiennes, l'ancien ministre de la Santé a subi le grand oral de mardi, comme le glas de sa descente aux enfers. Les élus étaient d'ailleurs nombreux à vouloir poser des questions au fil des 4 longues heures d'audition. L'occasion pour Agnès Buzyn d'expliquer qu'elle avait prédit la crise avant tout le monde, une affirmation qui a laissé dubitatif un grand nombre de personnes, dont le docteur Jérôme Marty. Tout ça tient du grand guignol. Je veux dire, à un moment, il faut être un peu sérieux, quoi. D'abord, elle nous a dit effectivement qu'elle avait su dès décembre, je crois qu'elle parle du 20 décembre ou 19 décembre, c'est-à-dire avant Drosten, avant l'épidémiologiste allemand qui a permis à l'Allemagne d'avoir que 8000 morts. Donc ça, on peut difficilement le croire. Au cœur des débats, la question des stocks stratégiques de l'État parmi lesquels les masques sont censés figurer. Sur ce point crucial, les réponses de l'ancien ministre n'ont pas manqué de saveur. La ministre, je le répète, n'a pas plus connaissance du niveau nécessaire en masque que de niveau nécessaire en comprimés d'iode, que de niveau en comprimés d'antiviraux, que d'antidotes de gaz sarin ou de gaz neurotoxique, que de nécessité de surblouse de protection contre Ebola. Il faut bien voir, Santé publique France gère des dizaines de produits. Donc en réalité, je n'ai pas à savoir la quantité ni disponible ni nécessaire des dizaines, voire centaines de produits gérés en réponse aux risques sanitaires, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Je ne savais pas, ce n'est pas ma faute, on ne peut pas tout prévoir. Des réponses un peu légères pour expliquer l'incurie que nous avons connue. De quoi faire pousser un vrai coup de gueule à Jérôme Marty. Depuis le début de la crise, on a manqué de tout. On le sait maintenant, on a manqué de masques, on a manqué de solutions hydroalcooliques, on a manqué de tests, on a manqué de surblouses, on a manqué d'écrans protecteurs. Enfin, on a manqué de tout, quoi. On a envoyé des gens au combat sans les habiller, sans les protéger.
On a des généraux qui n'ont pas suivi leurs troupes, qui sont restés planqués dans leur bureau et qui n'ont strictement rien fait. On a une chaîne de commandement qui est totalement carentielle. On a une ministre qui, dans ses déclarations, apparaît au courant que sa chaîne est carentielle et qui garde un petit sourire pour parler alors même qu'elle devrait hurler. Mais c'est toute la chaîne de commandement qui est à revoir tant qu'on n'aura pas compris dans ce pays que toutes les strates administratives que l'on peut avoir, qu'il s'agisse de la Direction générale de la santé, de Santé publique France, des ARS, etc., tout ça ne fonctionne pas. Tout ça est un millefeuille qui est moisi. Il faut cesser avec tout ça, quoi. Un millefeuille moisi. La formule choc a le mérite d'être claire et si la bureaucratie à la française a sa part de responsabilité, ceux qui la font et la composent n'en ont pas moins. Beaucoup auraient ainsi apprécié voir une Agnès Buzyn un peu plus attristée et culpabilisée par le lourd bilan de la crise sanitaire. Elle devait hurler de la façon dont tout ça s'est passé. Elle devait hurler en disant « je n'ai plus rien faire, je n'ai pas pu commander parce que tout était carentiel autour de moi ». Et à la place de ça, elle explique calmement « non mais je suis désolé, mais tous ces gens, il va falloir les juger. Et les juger autrement qu'avec une commission d'enquête. Je vous rappelle qu'il y a eu des morts. » Je pense qu'il faut un jugement pénal, mais il ne faut pas juger une personne, il faut juger l'État dans son dysfonctionnement. Nous, c'est ce qu'on va faire. On défend des familles de médecins qui sont malheureusement décédés. On va attaquer l'État pour carence de protection, pour défaut de protection. Des poursuites longues et complexes qui ne sont pas encore d'actualité. Quoi qu'il en soit, entre la médiocrité des explications d'Agnès Buzyn et son inutilité désormais évidente pour la Macronie, tout porte à croire que l'ancien ministre de la Santé fera partie des personnes qui ont le plus à perdre. La fin du Ségur de la santé approche, les réponses efficaces, toujours pas. Les soignants ont manifesté mardi partout en France pour obtenir davantage de moyens, mais la manifestation a également été l'occasion pour d'autres revendications populaires de reprendre vie. Un reportage de Géraud Dufayet. Colère générale et revendications populaires. À quelques jours de la clôture du Ségur de la santé, les soignants sont toujours loin d'être satisfaits par les mesures annoncées. Mardi, ils étaient donc de retour pour battre une nouvelle fois le pavé. Partout en France, ils étaient des milliers à manifester. Le gouvernement propose 6,3 milliards d'euros pour refonder le système hospitalier public et privé. Un chiffre énigmatique, loin de satisfaire les soignants, toujours sceptiques. On a eu beaucoup de belles paroles, beaucoup de beaux discours. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Donc, vous dire le Ségur aujourd'hui, on n'a plus confiance. Nous, on veut des actes concrets. J'ai le sentiment que c'est un leurre pour nous permettre de nous calmer. Ça a eu 6 milliards qui ont été débloqués, mais c'est difficile de savoir comment ils vont être redistribués. Et de prime abord, ça semble assez peu pour répondre à toutes les attentes des hospitaliers. Contrairement à la manifestation précédente, aucun heurt n'a éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Encadré tout le long du parcours par une forte présence policière, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Cette absence de débordement peut s'expliquer par une autre absence, celle des Black Blocs, sûrement partis en vacances dans leur résidence secondaire à la campagne. Pour nombre de manifestants, cette marche des soignants était aussi un prétexte pour faire entendre leurs revendications allant bien au-delà du Ségur de la santé. Extrême gauche, féministe ou encore défenseur de la Palestine, tout le monde y allait de son slogan, sans véritable unité si ce n'est le rejet de la Macronie. Stoppé par le confinement puis éclipsé par le mouvement Black Lives Matter, les manifestations populaires auxquelles le pays s'est habitué depuis de nombreux mois semblent donc revenir en force. Les Gilets jaunes étaient de la partie et ont su donner de la voix hier. C'est l'occasion de revenir en force, bien sûr. Et puis, il faut savoir que le 14 juillet, comme écrit ici, les Gilets jaunes reviennent en force. Il y a un appel national le 14 juillet à Paris, où tous les Gilets jaunes sont invités à se rassembler. Donc c'est un petit peu un jour anniversaire pour nous. Voilà, et c'est le moment de repartir. On a recréé des nouveaux groupes. Il y a des associations qui se sont montées. Depuis dimanche, on a des Gilets jaunes qui sont au pouvoir quand même à la mairie de Bordeaux, par exemple. Donc on est en train de revenir petit à petit. Et on se crée comme ça des petits groupes dans les autres manifestations pour montrer qu'on est encore là et qu'on lâche rien, bien sûr. En veille depuis quelques mois, les Gilets jaunes tenaient à annoncer la fin de leur hibernation, n'hésitant pas à critiquer la récupération syndicale qui étouffe à son avantage la grogne populaire. Celle qu'on organise, elle se termine comme nous, on a décidé qu'elle s'organise. Regarde comment elle est. On n'en a rien à branler. Moi, je ne suis pas une suceuse comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, depuis l'âge de 15 ans. On ne juge pas. Alors tu vas organiser ta manif et tu ne profites pas des manifs des autres pour aller faire chier les gens. La moitié des mecs, ils votent La République En Marche. Et après, ils viennent voir. Parlez pas, venez pas voir. Vous voulez manifester, tu sors du cortège, tu manifestes réellement. Vous récupérez quoi? Vous gagnez quoi? Les Gilets jaunes, ils arrivent, ils se sont fait éborgner.
Il y a des mecs qui sont éclatés et pourtant nous on gagne des choses. Les syndicats récupèrent des enveloppes et s'en vont. C'est les vendus, c'est de la vente qu'ils font. On a vu que la CGT, Force ouvrière, essayait de faire de la récupération de manifestations. Ils ont récupéré la manifestation des sans-papiers, ils récupèrent les infirmières. Moi je pense que M. Martinez essaye de mettre le monopole sur quelque chose, mais j'aimerais lui dire qu'il ne sait pas ce qui lui attend et ce qui va arriver dans les prochains mois, parce que le peuple, avec ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, est complètement révolté. Et là, c'est le peuple de la France profonde qui va commencer à arriver, qui va commencer à affluer sur Paris. Et je pense que ça peut faire très très mal. Il faut qu'ils fassent très attention à eux. La fracture entre syndicats et gilets jaunes de plus en plus évidente est le symbole de la division qui émaille les manifestations populaires. Si les Français semblent réussir à se rassembler en nombre pour un but commun, les manifestations sont de façon presque systématique infectées et morcelées par divers groupuscules aux intentions boutiquières. Une configuration qui n'est pas sans arranger le gouvernement. L'Oréal dévisse après avoir annoncé supprimer les mots blanc et clair de ses produits pour se parer des couleurs de l'antiracisme. La marque française semble essuyer une vague de boycott, de quoi lui faire perdre quelques points en bourse. L'Oréal veut laver plus blanc que blanc, à la remorque des manifestations antiracistes après la mort de George Floyd aux États-Unis. La marque de cosmétiques a voulu apporter sa pierre à l'édifice. Samedi dernier, le groupe français s'est fendu d'un communiqué en anglais pour annoncer la suppression des mots blancs, blanchissants et clairs des emballages de ses produits de beauté. Un ripollinage bien pensant pour suivre la tendance qui n'a pas fait l'unanimité. D'abord, si la marque a annoncé se séparer du lexique, ces crèmes blanchissantes, utilisées par les peaux mat à noir pour éclaircir leur couleur, elles, ne sont pas retirées du marché. Ce type de produit est d'ailleurs fréquemment vendu dans les boutiques fréquentées par les personnes d'origine africaine qui n'ont jamais fait de fixette sur l'intitulé. C'est d'ailleurs le point soulevé par la militante antiraciste Rokhaya Diallo, car ce n'est pas le nom du produit qui porte atteinte à la peau des femmes noires, mais bien le produit. Une évidence bien comprise en revanche par le géant américain Johnson & Johnson qui a pour sa part annoncé la fin de la commercialisation des substances éclaircissantes il y a déjà plusieurs semaines. Par ailleurs, la marque L'Oréal a décidé de remplacer les fameux termes par « fair and lovely », beau et juste. Ainsi, les 10 produits visant à éclaircir la peau permettraient aux femmes à la peau noire d'être plus belles et plus justes. De là à avoir une forme de racisme dans leur antiracisme, il n'y a qu'un pas. Quoi qu'il en soit, l'initiative a eu des difficultés à trouver son public. En effet, l'annonce a fait rugir la toile. Entre affliction et moquerie, des appels au boycott de la marque dirigée par Jean-Paul Agon ont fleuri sur les réseaux sociaux. Les mots-clés « Je boycotte L'Oréal » et « J'arrête L'Oréal » se sont multipliés en quelques heures. Selon l'outil de veille VisiBrain, pas moins de 150 000 tweets auraient été publiés après l'annonce de la marque, dont 72 000, près de la moitié donc, appellent ouvertement au boycott. Le sujet était d'ailleurs en tête des tendances du réseau social en France dimanche, en pleine élection municipale. L'Oréal occupait donc 30% des publications, avec un pic de 3500 tweets en 1 heure. Une vague qui, fort heureusement pour la marque, est restée circonscrite en France. Il s'agit néanmoins d'une belle contre-performance de communication, et pas seulement. L'opération a eu des répercussions sur la bourse. Un repli du titre de près de 1 point a été enregistré lundi, alors même que le CAC 40 était en hausse. Une activité directement liée aux annonces de la marque qui, jusque-là, avait limité la casse par rapport à la concurrence pendant la pandémie et même profité d'une flambée des ventes après la fin du confinement. Des conséquences qui prouvent donc que les consommateurs peuvent directement influencer les marchés lorsqu'ils se mobilisent massivement, de quoi donner des idées. Et à présent, on passe à l'actualité en bref, c'est avec Olivier Frère-Jacques. Les rumeurs du remaniement se confirment. Vendredi, le Conseil des ministres de l'équipe actuelle devrait être le dernier. Après l'échec cuisant du parti macronien lors des municipales, un vent nouveau va devoir souffler sur l'entourage du président. De quoi laisser place à une vague verte ? Pas si sûr. En effet, après leur victoire dans quelques grandes villes de France, les écologistes ont tout à gagner à maintenir les distances avec le pouvoir en place. Du côté de Matignon, tradition oblige, Édouard Philippe devrait remettre sa démission au chef de l'État, soumise au bon vouloir de celui-ci. Et si les Français semblent plébisciter le maire du Havre, ce dernier pourrait avoir envie de prendre le large. Selon plusieurs journalistes, l'actuel ministre des Armées, Florence Parly, pourrait remplacer Édouard Philippe. Un choix aussi étonnant qu'insipide, les décisions définitives devraient être connues le 8 juillet au plus tard. Bon point pour les Français au volant. Le rapport annuel de la Fondation Vinci Autoroute note une amélioration légère
dans le comportement des Français sur les routes. Selon Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation, ce gain en matière de sécurité pourrait encore être amélioré si les Français n'étaient pas si attachés à leur téléphone et aux excès de vitesse. Bernadette Moreau n'évoque toutefois pas la dangerosité des routes dues au mauvais entretien des voies, y compris dans son réseau. Sans surprise, les habitants d'Île-de-France sont les plus téméraires sur la route, mais aussi les plus vulgaires. Un comportement qui pourrait s'expliquer en partie par les vexations multiples du maire de Paris. Un policier en garde à vue suite à la diffusion d'images de l'arrestation du réfugié politique russe Piotr Pawlenski à la une de Paris Match. Cet artiste d'extrême gauche était à l'origine de l'affaire des vidéos de Benjamin Griveaux. La garde à vue du policier est justifiée par sa participation à la violation manifeste de la loi sur la liberté de presse interdisant de représenter une personne entravée sous peine d'une amende de 15 000 €. L'agent de police a lui-même avoué être l'auteur de la fuite. D'autres noms avaient défrayé la chronique dans cette affaire, ceux de Mimi Marchand, proche du couple présidentiel, ou de l'avocat Juan Branco. Emmanuel Macron et le G5 Sahel veulent intensifier leur collaboration. Mardi, à l'occasion de sa visite à Nouakchott, en Mauritanie, le président français a fait le point sur la situation de la région avec ses homologues du G5 Sahel, à savoir le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et donc la Mauritanie. Lors de la conférence de presse à l'issue du sommet, Emmanuel Macron a jugé possible la victoire contre les extrémistes islamistes au Sahel grâce à des résultats spectaculaires obtenus au cours des derniers mois et aux efforts qui seraient fournis par la France et les pays de la région. Il a par ailleurs affirmé qu'il fallait amplifier cette dynamique. Nous n'avons qu'un ennemi, le terrorisme islamiste, dans toute la région. À la lumière de nos échanges et des progrès accomplis depuis 6 mois, la France poursuivra son engagement au Sahel. De nouvelles étapes, de nouveaux jalons ont été fixés. Notre engagement fera l'objet d'une nouvelle évaluation au début de l'année 2021, qui sera notre prochaine clause de rendez-vous. D'ici là, les efforts de la coalition que nous avons mis en place vont monter en puissance. Au-delà de l'effort militaire, c'est le retour de l'État, des administrations, des services aux populations que nous allons poursuivre au Sahel. Joe Biden ne fera pas de meeting. Le concurrent démocrate de Donald Trump a annoncé publiquement mardi qu'il renonçait à se plier à l'exercice des grandes réunions publiques. This is the most unusual campaign, I think, in modern history. In that, but I start off with the premise, Mike, that I'm going to follow the doc's orders, not just for me, but for the country. And that means that I am not going to be holding rallies. Une annonce qui intervient alors que Donald Trump, lui, a maintenu plusieurs dates. Bénéficiant d'un large soutien de l'intelligentsia états-unienne et de nombreux médias, Biden évite ainsi un exercice qui lui aurait été pénible, à savoir parler en public, lui qui est finalement assez peu à l'aise et qui en plus n'était pas sûr de pouvoir mobiliser les foules pour venir le voir. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez notre Zoom du jour. Emmanuel de Gestas et Éric Cusas nous expliquent en exclusivité comment ils ont décidé de porter plainte contre Facebook. Comme les 2,6 millions d'utilisateurs de ce réseau social, je me suis connecté le matin sur mon compte Facebook pour voir ce qui s'y passait. Et en fait, là, j'ai vu apparaître votre compte a été désactivé pour avoir violé les standards de la communauté. Alors j'ai essayé de me renseigner, quels standards de la communauté ? Impossible de savoir pour quelle raison. On me demande ma carte d'identité, je la donne, il ne se passe rien. Et là, je me dis, écoute, c'est trop fort. Je vais donc faire mon travail de journaliste. Je vais donc chercher à savoir ce qui m'est arrivé, faire mon boulot, me renseigner tout simplement, chercher l'information. Je vais donc appeler Facebook. Je regarde sur Internet aucun moyen de joindre Facebook France, une adresse, un numéro de SIRET déclaré comme une entreprise, mais aucun moyen de les joindre. Donc là, je me suis dit, très bien. On me demande de me taire, moi je suis une grande gueule, quand on demande de me fermer ma gueule, je l'ouvre encore plus. Ce soir, vous retrouverez également un nouveau numéro de Perles de culture animé par Anne Brassier. Puis tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de commenter, de partager, de cliquer sur le pouce en l'air en dessous de cette vidéo. Bonne fin de soirée à tous. Bonsoir.
La plateforme Netflix, la majestueuse plateforme Netflix, avec ses 300 millions d'abonnés mondialement connus. Netflix, la référence en matière de diffusion, notamment de films sur Internet. Eh bien, la plateforme Netflix vient de décider de mettre en ligne un film qui s'appelle 365 DNI. Bien, ce film 365 DNI est un film pornographique qui fait la promotion du viol. Parce que le viol, c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Bon, d'accord, c'est un petit peu violent, un petit peu brutal, mais finalement, Netflix trouve magnifique de diffuser ce genre de film. Savez-vous pourquoi? Parce que les femmes, finalement, y trouvent un peu leur compte. Un petit viol par-ci, un petit viol par-là, c'est pas forcément désagréable. Pourquoi pas? Dans le fond, finalement, réfléchissons, promouvoir finalement le viol, c'est pas forcément stupide, puisque les femmes, manifestement, aiment un peu ça. Soyons clairs, ce film est évidemment hautement ignoble, et Netflix est hautement ignoble de mettre en ligne un film aussi dégoûtant, répugnant, immoral, sale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La pornographie envahit tous les espaces mondiaux et Netflix, évidemment, n'est pas de reste. Les pornocrates de Netflix, qui ont évidemment une puissance de feu considérable, savent cependant ce qu'ils font. Les pornophiles du monde entier vont probablement se précipiter sur le film, ce qui veut dire que la pornographie est véritablement un drame mondial que l'on ne peut ignorer. Alors, je vois éventuellement certaines objections d'un certain nombre de téléspectateurs de TV Liberté. Oui, mais monsieur le chroniqueur, la liberté, qu'en faites-vous, hein? La liberté, liberté chérie. Oui, évidemment, c'est un argument, la liberté. Cela dit, à ceux qui réagiraient comme ça, je pose une seule question. Trouveraient-ils sympa, chouette, normal, libre, que leur femme se fasse violer et éventuellement y trouve son compte, ou que leur fille se fasse violer et y trouve éventuellement son compte? Je crois que la réponse est dans la question. Je crois qu'il n'y a pas une personne acceptant la pornographie qui accepterait que sa femme se fasse violer et qu'il en soit content, ou que sa fille se fasse violer et qu'il en soit content. S'il en est ainsi, et s'il est logique avec lui-même, il ne peut accepter de voir ce genre de choses avec un éloignement de personne, c'est-à-dire par le biais du petit écran. Ou alors, c'est qu'il y a un déséquilibre pour lui entre sa femme et sa fille et les femmes. Or, jusqu'à nouvel ordre, sa femme et sa fille font partie du groupe des femmes. Et donc, lorsque l'on attaque le groupe des femmes, on attaque aussi indirectement sa femme et sa fille. Après cette belle démonstration qui, je l'espère, va convaincre les téléspectateurs de TV Liberté, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.